Les Canadiens 1988-89, présenté par Chrysler, Provigo, Coke, Ultramar, Bell Cellulaire, Autopro et le marché de l'électronique. Le Forum de Montréal, le temple du hockey, scène des grands moments de l'histoire du Canadien de Montréal de la Ligue nationale de hockey. Ici Claude Quenneville. Je vous souhaite la bienvenue à cette rétrospective de la saison 1988-89. Une saison très satisfaisante pour l'équipe et son public. Le Canadien est venu à 2 victoires près de remporter une 24e Coupe Stanley. Saison 1988-89 que l'on a qualifiée de l'année des changements. Et le changement majeur se retrouvait ici, derrière le banc du Canadien, en la personne d'un nouvel entraîneur-chef. À son arrivée avec les Canadiens avant la saison 88-89, Pat Burns n'a dirigé une équipe professionnelle que pendant une année. Il n'est pas tellement connu des partisans de l'équipe, tout comme quelques autres joueurs. Mais tout changera avant la fin de la saison. Mike Keane, un jeune de 21 ans de l'ouest du pays, a joué avec l'équipe nationale junior. Il s'est distingué à sa première saison professionnelle avec Sherbrooke, dirigée par Pat Burns. Brent Gilchrist est une autre recrue que Burns a connue à Sherbrooke. Ce solide attaquant, tout comme Keane, s'est joint aux Canadiens tôt dans la saison. Âgé de 19 ans seulement, le défenseur Éric Desjardins a connu une bonne saison avec les Canadiens et avec l'équipe du Canada au championnat mondial junior en Alaska. Un autre jeune défenseur, Donald Dufresne, qui n'a que 21 ans, a joué avec les Canadiens vers la fin de la saison et lors des séries éliminatoires. Les Canadiens ont donc quelques nouvelles figures au début de la saison 88-89. Après une défaite en match d'ouverture à Buffalo, les Canadiens obtiennent leur première victoire 2 jours plus tard au Forum. Stéphane Richer, lors de ce tir puissant, donne la victoire à Montréal contre les North Stars du Minnesota. Pat Burns a sa première victoire dans la Ligue nationale. Et il préfère certes ne plus penser à octobre, son premier mois avec les Canadiens. Les victoires sont rares, autant sur la route qu'au Forum. C'est une période difficile, 4 victoires seulement contre 7 défaites et une nulle à leurs 12 premiers matchs. Le 1er novembre est une date que les partisans de l'équipe vont retenir. Ce soir-là, tout commence bien à fonctionner. Les Canadiens battent les Whalers 5-3 à Hartford. Jusqu'à la fin de la saison, 5 mois plus tard, l'équipe ne perdra que 11 de ses 68 derniers matchs. Le soir suivant, Wayne Gretzky est au Forum avec sa nouvelle équipe, les Kings de Los Angeles. L'incroyable transaction a marqué le hockey au cours de l'été. Le numéro 99 fera des merveilles avec les Kings, mais ce soir-là, ils perdent. Le premier but de la saison de Guy Carbonneau, inscrit dans un but désert, scelle la victoire du Canadien 5-3. Au début de novembre, Montréal fait une transaction avec Toronto. Les Canadiens cèdent aux Leafs le contrat du Rude John Cordick, obtenant en retour celui de Ross Courtnall qui allie finesse et rapidité. Il joue son premier match contre Chicago. Il se termine 6-6 grâce à la performance spectaculaire de Denis Savard. À la mi-novembre, les Canadiens s'assurent une première victoire en prolongation à la suite d'un but de Mats Neslund contre le gardien Kelly Hrudey des Islanders. Puis Patrick Roy connaît une de ses meilleures soirées de la saison contre Chicago au Forum. À partir de ce match, un nouveau trio formé de Ross Courtnall, Brent Gilchrist et Shane Corson donne le ton à l'attaque. Les Canadiens l'emportent 5-3. C'est leur 10e match de novembre. Ils n'ont qu'une défaite. Le dernier samedi de novembre au Forum, les Canadiens jouent pour la première fois contre les Oilers d'Edmonton sans leur merveille Wayne Gretzky. Guy Carbonneau accueille les Oilers avec un échec à avance serré et un but à la 2e minute.
Il partage la vedette avec Mats Näslund, qui déjoue 3 fois Grant Fuhr. Les Canadiens battent les Oilers d'Edmonton 7-5. L'équipe termine novembre là où elle l'a commencé, à Hartford. Les Canadiens, inspirés par le jeu d'équipe spectaculaire du trio Skrudlund, Lemieux et McPhee, gagnent 6-3. La fiche de novembre est impressionnante. 11 victoires, 2 nuls, 2 défaites seulement en 15 matchs. Depuis 3 ans, le Canadien méritait l'un des honneurs les plus convoités dans la Ligue nationale, le trophée Jennings, remis à l'équipe qui a accordé le moins de buts en saison régulière. Depuis toujours, le Canadien préconise un style de jeu très défensif. Il en était de même en 1988-89, alors que ses gardiens de buts et défenseurs étaient considérés comme les meilleurs de la Ligue. Chris Chelios connaîtra une saison qui lui vaudra le titre de meilleur défenseur de la Ligue. Âgé de 22 ans seulement, Peter Svoboda en est à sa 5e saison avec les Canadiens. Craig Ludwig, le défenseur modeste qui fait bien son travail jour après jour. L'expérience du numéro 5, le formidable Rick Green. Le numéro 19, Larry Robinson, qui étonne bien des gens par une autre excellente saison, s'avérant un des meneurs en défensive. Les 2 gardiens de but, déterminés à conserver le trophée Jennings, se surpassent. Patrick Roy, employé presque à tous les matchs au Forum, établira d'ailleurs un record d'équipe. Et Brian Hayward, le complément parfait de Patrick Roy. Moins spectaculaire, il est aussi régulier et aussi fiable. Le mois de décembre commence par une nulle 2-2 à Philadelphie. 2 jours plus tard, c'est une dramatique victoire en prolongation contre Buffalo. Un jeu spectaculaire de Guy Carbonneau produit le but de la victoire. Le 12 décembre, au Forum contre Boston, 2 vieux pros font honneur à la tradition des Canadiens. En deuxième période, Bob Gainey donne l'avance aux siens 2-1 sur une belle passe de Guy Carbonneau. À la 3e période, Larry Robinson marque son premier but de la saison. Il réagit comme une recrue à son premier but dans la Ligue nationale. 4 jours avant Noël, les Canadiens battent les Nordiques de Québec et ils connaissent leurs succès les plus rapides à l'attaque. Le but de Mats Näslund est suivi de 2 buts de Brian Skrudlund. 3 buts en 1 minute et 46 secondes. C'est un 14e match consécutif sans défaite au Forum. Le lendemain à Boston, 2 buts de première période de Chris Chelios et de Ryan Walter donnent aux Canadiens une avance qu'ils ne perdront pas. Une victoire de 4-2, 3 défaites seulement à leurs 27 derniers matchs. Presque à mi-chemin en saison, la lutte est très intéressante entre le Canadien de Montréal et les Flames de Calgary pour l'obtention du premier rang du classement général de la Ligue nationale. Les 2 équipes s'affrontent une première fois sur la patinoire des Flames à Calgary le 29 décembre. Et le Canadien mène la course par un seul point. Au Saddledome olympique, les Canadiens ont une attaque explosive. Tard en deuxième période, ils mènent 4-0 contre les Flames. Un peu confus, les Flames reprennent vie en marquant 3 buts sans riposte. Mais il est trop tard. Les Canadiens l'emportent 4-3 dans le premier match au sommet de la saison 88-89. 2 soirs plus tard, l'invasion de l'Alberta se poursuit à Edmonton. Le but spectaculaire de Bob Gainey donne l'avance aux siens 1-0. Alors que c'est 2-2, début de 3e période de Mike McPhee et de Shane Corson en 44 secondes donne la victoire aux Canadiens 4-2. En décembre, Montréal a 11 victoires, 3 nuls et seulement 1 défaite. L'équipe n'a perdu que 3 de ses 30 derniers matchs. Le hockey est une affaire sérieuse, mais il arrive parfois qu'il présente des situations plutôt cocasses. En voilà la preuve.
Après une 8e victoire consécutive à Vancouver au jour de l'an, les Canadiens reviennent au Forum. Bob Gainey est longuement ovationné. On souligne le 500e point de sa carrière amassé au cours du voyage dans l'Ouest. Les Canadiens jouent contre Boston et gagnent 3-1. Le but de troisième période de Petr Svoboda en supériorité numérique scelle cette 9e victoire d'affilée de l'équipe. Avant leur prochain match au Forum contre New Jersey, les Canadiens voient leur série victorieuse interrompue par Détroit. Au cours de cette défaite, Bob Gainey subit une fracture à un pied. Contre les Devils, Brian Hayward est intraitable et il obtient un jeu blanc, 1-0. Le 14 janvier à Toronto, les Canadiens affrontent leur ancien coéquipier John Cordick. Ce sera la soirée Ross Courtnall, passée aux Canadiens lors de l'échange impliquant Cordick. Courtnall marque 2 buts contre son ancienne équipe, le fait marquant d'une victoire de 5-3, la 12e des Canadiens à leurs 13 derniers matchs. Le samedi suivant, les Maple Leafs sont au Forum de Montréal. John Cordick retrouve son ancienne demeure. Mais son retour est beaucoup moins impressionnant que celui de Courtnall 7 jours plus tôt à Toronto. Guy Carbonneau marque un but en infériorité numérique en première période et les Canadiens gagnent 4-3. Le 23 janvier, au Forum, les 2 meilleures équipes de la Ligue se rencontrent à nouveau. Mais cette fois, les Canadiens devancent Calgary par 5 points. Les gardiens de but Mike Vernon et Brian Hayward se distinguent. On dit que le hockey est un jeu de centimètres. Eh bien, en voici la preuve. Claude Lemieux déjoue Vernon, mais la rondelle frappe le poteau. Avec 8 secondes de jeu en deuxième période, Joe Mullen donne l'avance aux Flames 2-1. Comme à Calgary, lors du premier match entre ces deux équipes, les visiteurs l'emportent. Calgary bat Montréal 3-1. Le dernier match de janvier des Canadiens a lieu à Pittsburgh. 4 points pour Mike Keane, 2 buts et 2 passes. Les Canadiens battent Mario Lemieux et les Pingouins 5-1. Leur record en janvier, 9 victoires, 4 défaites. L'été 1988-89 marque le retour au jeu de Guy Lafleur. Il quitte la retraite. Il s'aligne avec les Rangers de New York. Le 17 décembre 88, une date mémorable. Les Rangers sont au Forum, mais Guy Lafleur blessé ne peut jouer. Toutefois, le Canadien de Montréal souligne de façon grandiose son admission au Temple de la Renommée en 1988. Mais le 4 février, c'est une autre histoire, un autre scénario. Lafleur et les Rangers sont au Forum, ils nous réservent tout un spectacle. C'est la soirée du démon blond. Les partisans des Canadiens se souviendront pendant longtemps des grands moments que Guy Lafleur leur a procurés. Mais il ne leur est pas facile de le voir porter un autre chandail que celui des Canadiens. À son premier match contre son ancienne équipe, Guy Lafleur marque 2 buts en deuxième période. Démontrant qu'ils ne l'ont pas oublié, les spectateurs l'ovationnent à chaque but. Mais la soirée sera néanmoins celle des Canadiens et de Shane Corson. 3 buts de Corson. Les Canadiens qui surmontent un déficit de 5-2 et qui l'emportent finalement 7-5. Les spectateurs sont comblés. Spectacle éblouissant de Guy Lafleur et dramatique retour dans la victoire. Une soirée à se remémorer. La rivalité entre les Canadiens et les Nordiques de Québec se poursuit le 13 février. Un but en infériorité numérique de Mike Hoff s'avère un jeu important dans la victoire de Québec 3-2. Ce sera la seule défaite des Canadiens en février. Un match à Philadelphie a donné lieu à du jeu axé sur l'attaque. Les buts sont nombreux. Tout commence par ce tir de Ross Courtnall qui passe entre les jambières de Ron Extall. Puis Ron Sutter prouve qu'on peut marquer même assis. Bobby Smith et Brian Skrudland marquent sans riposte en troisième période et les Canadiens gagnent 7-4. À la fin de février, les Canadiens ont 8 victoires, 1 nulle et 1 défaite.
un autre excellent mois. Quand on parle des succès défensifs de l'équipe, on a tendance à oublier les joueurs d'avant à caractère défensif, qui pourtant, en 1988-89, ont joué un rôle prédominant dans les succès de l'équipe. En premier lieu, Guy Carbonneau, qu'on considère comme le meilleur joueur de centre défensif du hockey et qui est un véritable leader. Brian Skrudland en est à sa 4e saison avec les Canadiens. Ardent travailleur, il préconise un style de jeu déterminé qu'il a mis à profit tout au long de la saison. Mike McPhee, un ailier gauche fort et fiable. Il est devenu l'un des grands spécialistes de l'échec avant. Le vétéran Ryan Walter a de nouveau prouvé ses talents variés. Walter a joué aux 3 positions à l'attaque au cours de sa meilleure saison avec les Canadiens. Le mois de mars a commencé par un voyage dans l'Ouest au cours duquel ils jouent contre Calgary. Le 2 mars, ils arrivent au Saddledome après une défaite par jeu blanc à Edmonton. Au classement, ils sont à 3 points de Calgary. Après le match, leur retard n'est plus que d'1 point. La recrue Brent Gilchrist marque le but de la victoire en 3e période. Les Canadiens gagnent 3-2. 2 jours plus tard, à Hartford, l'attaque connaît un de ses meilleurs matchs de la saison. On est témoin de buts de toute beauté dans une victoire facile de 6-1. Les Canadiens reviennent au Forum. Leurs adversaires, les Capitals de Washington, viennent d'acquérir du Minnesota l'excellent marqueur Dino Ciccarelli. Tôt dans le match, Ciccarelli s'échappe. Patrick Roy fait l'arrêt. Quelques minutes plus tard, il est durement mis en échec par Craig Ludwig. De quoi lui rappeler les étoiles du Nord du Minnesota. Au début de la 3e période, les Canadiens marquent un but. Le premier du défenseur Rick Green en plus d'1 an. Ce sera son seul de la saison. Après le but de Jeff Courtnall, Mats Nislund réussit ce qui s'avérera le but victorieux lors d'une supériorité numérique. Victoire de 3-2. Les Kings de Los Angeles sont de retour au Forum le 15 mars. Un but spectaculaire de Guy Carbonneau vers la fin de la première période fait 1-1. Bob Gainey, de retour au jeu après une absence de 2 mois, marque ce qui sera le but gagnant de la victoire de 5-2. Le 18 mars, c'est le 2e match des Canadiens à Pittsburgh. L'arbitre impose aux Canadiens leur seul tir de pénalité de la saison. Jock Callender déjoue Patrick Roy, mais ce sera le seul moment de réjouissance pour les partisans des Pingouins. Privé de Mario Lemieux, blessé à un genou, Pittsburgh perd 7-2. Mats Nislund obtient son 2e tour du chapeau de la saison. C'est une 50e victoire pour les Canadiens, une étape importante pour l'équipe et l'entraîneur recru Pat Burns. Le 22 mars, dans un match à sens unique, les Canadiens humilient les Nordiques de Québec 8-0. Patrick Roy inscrit alors son nom dans le livre d'or des Canadiens. Il améliore le record de matchs consécutifs sans défaite au Forum pour un gardien des Canadiens, établi 45 ans plus tôt par Bill Durham. La saison se termine par un match contre Philadelphie. Les Canadiens doivent l'emporter pour conserver leur chance de terminer au premier rang. Le 25e but de la saison de Stéphane Richer leur donne l'avance 1-0. Mais ce sera un match nul 2-2. Les Canadiens terminent la saison avec un impressionnant total de 115 points. Ce n'est pas suffisant. Ils sont les premiers de la division Adams, mais 2e au classement général, 2 points derrière Calgary. Une autre saison très intéressante vient de se terminer. Nous sommes à l'aube des séries éliminatoires et le Canadien est encore une fois considéré comme la meilleure équipe défensive du circuit. Mais qu'en est-il de son offensive? Qu'en est-il des joueurs sur qui l'on mise pour marquer les gros buts au moment le plus important de l'année, les séries éliminatoires de la Coupe Stanley? Mats Nislund a été le meilleur marqueur de l'équipe. Le petit Viking a amassé 84 points, dont 33 buts. Bobby Smith, le joueur de centre du trio de Nislund, a toujours été un bon marqueur lors des séries. Stéphane Richer,
Sa production est passée de 50 à 25 buts, mais les dirigeants des Canadiens espèrent qu'il retrouvera sa précision lors des séries. Ross Courtnall ajoute de la finesse à l'attaque. Son tir puissant pourrait être déterminant dans les séries. Claude Lemieux a réussi 17 buts en série à ses 3 premières saisons avec le Canadien. Shane Corson vient de connaître sa meilleure saison avec 26 buts. L'attaque est prête à faire sa part dans les séries éliminatoires qui s'en viennent. Le 5 avril, c'est le début des séries de la Coupe Stanley de 1989. Les Canadiens jouent contre les Whalers de Hartford en demi-finale de la division Adams. En série de 88, Montréal a battu Hartford en 6 matchs. En 89, il ne leur faudra que 4 matchs. Ryan Walter réussit le but gagnant en infériorité numérique dans la première victoire, 6-2. Le deuxième match est plus serré. Mike McPhee donne une victoire de 3-2 aux Canadiens avec un but vers la fin de la deuxième période. Au troisième match présenté au Civic Center de Hartford, les Whalers sont encore plus coriaces. Tard en troisième période, alors que Montréal mène 4-3, Brad Shaw soulève l'enthousiasme des partisans en égalisant. Il ne reste que 5 minutes de jeu. À la 5e minute de la prolongation, Brian Skrudland attaque avec Stéphane Richer, qui choisit bien son moment pour inscrire son premier but de la série. C'est une victoire de 5-4 et une avance de 3-0 dans la série. Laissez le disque à la porte des filets, Richard. Avec un puissant coupé à l'intérieur, va en profiter. Le lendemain, le scénario est semblable. Les Canadiens ont encore une avance d'un but vers la fin de la troisième période. Les Whalers égalisent à nouveau grâce au but de Brian Lawton. En prolongation, cette fois à la 16e minute, l'égalité est rompue lorsque Kay Wethmore gaffe et perd la rondelle à Ross Courtnall. Qui a lancé le disque dans le territoire neutre, Richard. Il est en possession du disque. Une série entre Montréal et Boston est presque un rituel printanier. 1989 ne fait pas exception à la règle. Les Bruins arrivent au Forum après avoir éliminé les Sabres de Buffalo. Les Canadiens gagnent le premier match 3-2, le but décisif étant le résultat des efforts du trio de Skrudland, McPhee et Lemieux au début de la troisième période. Les Canadiens semblent avoir jeté un sort aux Bruins qui ont perdu les 8 matchs contre Montréal au cours de la saison. La suite de revers se poursuit au deuxième match de la série. Une autre victoire par un but à la suite du but en prolongation de Bobby Smith. Dans le troisième match, l'histoire de la série contre Hartford se répète. Ici, le gardien Régent Lemelin est déjoué par la vitesse de Ross Courtnall. Quel jeu de Courtnall! Et Lemelin va s'en vouloir pour cette sortie, Gilles. Quelle vitesse de Courtnall, sa force d'accélération. Malgré 10 défaites consécutives contre Montréal, les Bruins ne veulent pas être confondus par les Canadiens, surtout dans le vénérable Garden de Boston. Des buts de Neely et Michael Telven leur donnent une avance de 2 points, en route vers une victoire de 3-2. C'est la première défaite des Canadiens dans la série. Le 5e match se déroule un an, jour pour jour, après l'élimination des Canadiens par Boston en 5 matchs, en finale de la division Adams en 88. Cette fois, les Canadiens dominent le jeu. Tout commence par le 4e but des séries de Stéphane Richer au début de la 3e période. Après que Bob Joyce eut réduit le retard des Bruins à 3-2, Patrick Roy et ses coéquipiers résistent. Roy réussit un arrêt magistral contre Cam Neely dans la dernière seconde de jeu. Les Bruins ont tout donné. Les Canadiens sont consacrés champions de la division Adams. À l'arraché des Canadiens par la marque de 3-2, la 8e. Malgré une décevante 4e place en saison dans la division Patrick,
les Flyers de Philadelphie surprennent tout le monde en séries éliminatoires. Ils éliminent les Capitals en 6 matchs et les Pingouins en 7. En finale de la division Prince de Galles, le premier match se joue au Forum et débute avec controverse lorsque Chris Chelios donne une violente mise en échec sur Brian Propp. Ce geste aura des répercussions plus tard dans les séries. Les Flyers continuent de confondre bien des gens et aussi les Canadiens, grâce aux performances de Ken Riggott, un substitut de classe pour Ron Hextall blessé. Aidé par ce but en infériorité numérique de Ilka Sinisalo en troisième période, Philadelphie remporte le premier match 3-2. 2 jours plus tard, Riggott est encore devant le but, mais l'étoile est à l'autre bout de la patinoire. Patrick Roy repousse 24 tirs et c'est le deuxième jeu blanc de sa carrière en série. Roy a aussi obtenu une aide lors du but de première période de Stéphane Richer. Mais aucun joueur n'est plus heureux que le défenseur recru Éric Desjardins. Il obtient son premier but en série de la Coupe Stanley et les Canadiens créent l'égalité 1-1 dans cette finale. Le troisième match à Philadelphie reflète bien l'allure de la série dominée par les gardiens. Malgré 10 tirs contre un seul par Montréal en première période, Philadelphie ne peut déjouer Patrick Roy. Et Carbonneau donne l'avance aux siens vers la fin de cette première période. Le capitaine Bob Gainey marque pour la première fois des séries. Les Canadiens l'emportent 5-1 et mènent la série 2-1. Le quatrième match prouve hors de tout doute que le grand maître du spectacle est Patrick Roy. Il est bien secondé par une défensive solide qui n'accorde que 17 tirs aux Flyers, aucun ne trompant sa vigilance. À son retour au jeu, Hextall se fait souhaiter la bienvenue par Chris Chelios lors d'une supériorité numérique. Puis, Carbonneau marque un but en infériorité numérique. Une victoire de 3-0 et Montréal mène 3-1 dans la série à son retour au Forum. 2 soirs plus tard, le Forum est plein à craquer. Les partisans des Canadiens sont venus, du moins on l'espère, assister à l'élimination des Flyers. Mais ils ont oublié l'habileté de Ron Hextall qui se surpasse. Un déficit de 1-0. Les Canadiens voient Bobby Smith faire 1-1 dans la dernière minute de la troisième période. Une prolongation est nécessaire. Les Canadiens sont invaincus en prolongation en 11 matchs de la saison et en 3 matchs des séries. Mais cette séquence prend fin à la 5e minute de la prolongation à la suite des efforts du capitaine Dave Poulin. Les Flyers célèbrent leur victoire et les 2 équipes se retrouvent à Philadelphie pour un 6e match. Un autre point révélateur des séries est l'habileté des Canadiens lors des infériorités numériques, surtout contre les équipes les plus productives dans de telles situations. Au 6e match, Philadelphie ne peut profiter de 5 supériorités numériques. À la 3e période, les Canadiens mènent 4-1. Vers la fin du match, un incident déplorable lorsque Ron Hextall quitte son but pour attaquer Chris Chelios. Le talentueux mais controversé gardien sera suspendu pour 12 matchs. En l'espace de quelques minutes, on peut peut-être reprocher à Chelios son attaque contre Brian Propp. C'est intéressant de voir s'il y avait des poignées de main. La marque finale, 4-2 pour les Canadiens qui passent à la finale de la Coupe Stanley. Les jeux sont faits. Les 2 meilleures équipes de la Ligue nationale se retrouvent en finale. Les Flames de Calgary et les Canadiens de Montréal. En saison régulière, seulement 2 points séparaient ces 2 mêmes équipes. Et pour atteindre la finale, les Flames ont dû éliminer Vancouver, Los Angeles et Chicago pour se retrouver devant le Canadien, cette même équipe qui, en 1986, les a privés d'une première Coupe Stanley. Un spectacle des plus intéressants, c'est la finale 1988-89 des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Au cours de la saison, ces 2 équipes se sont affrontées 3 fois. Les 3 victoires allant à l'équipe visiteuse, tendance qui prend fin au premier match de la série à Calgary. Stéphane Richer réussit le premier but lors d'une supériorité numérique tôt en première période. Mais la riposte des Flames ne se fait pas attendre.
2 buts rapides du défenseur Al McInnes procurent l'avance aux Flames. Ils mènent 2-1. Avant la fin de la période, c'est l'égalité grâce à Larry Robinson. Au deuxième tiers, le plus petit joueur de la Ligue nationale, Théoren Fleury, passe la rondelle entre les jambières de Roy. Il n'en faut pas plus aux Flames. Mike Vernon réussit par la suite plusieurs arrêts importants et Calgary réjouit ses partisans en l'emportant 3-2. Après un repos de 2 jours, Larry Robinson marque le seul but de la première période du deuxième match. En deuxième période, Bobby Smith complète un jeu amorcé par Mike Keane. L'attaque de Montréal est ensuite tranquille dans ce deuxième engagement. 14 tirs contre Patrick Roy, 4 seulement par Montréal. Joe Nieuwendyk marque à 5 minutes et 14 secondes. Puis c'est le but en supériorité numérique de Joel Otto. Les Flames manquent ensuite plusieurs bonnes occasions de marquer. Le match est égal après 2 périodes, 2-2. L'attaque des Canadiens se regroupe en 3e période. Montréal reprend l'avance lors du tir puissant de l'intérieur de la ligne bleue de Chris Chelios. Oh, quel tir de Chris Chelios! Un jeu spectaculaire également au territoire 2 par... Quelques secondes plus tard, Gary Roberts des Flames commet une erreur coûteuse en retenant un adversaire. Pendant l'avantage d'un joueur, Chelios passe à Ross Courtnall qui laisse partir un tir par-dessus l'épaule de Mike Vernon. Les Canadiens gagnent le deuxième match à Calgary après avoir perdu le premier, tout comme lors de la finale de 1986. Le Forum de Montréal, contrairement au nouveau Saddle Dome de Calgary, a connu de nombreux instants dramatiques de la Coupe Stanley. D'autres pages de l'histoire du Forum seront écrites alors que les 2 équipes se préparent pour le 3e match. Après la victoire des Canadiens au 2e match, leurs partisans sont d'excellente humeur. Le but de Mike McPhee à la 92e seconde de jeu ne peut que nourrir leur état d'esprit. Avant la fin de la première période, Joey Mullen marque son 12e but des séries éliminatoires. Après une période de jeu, les Flames dominent avec 13 tirs au but contre 4 pour les Canadiens. Un peu après le milieu de la 2e période, Brian Skrudlin est pénalisé, pavant la voie à un autre but en supériorité numérique de Mullen et les Flames mènent 2-1. Les moments dramatiques ont été nombreux en 3e période. Bobby Smith réussit un but à la 2e minute et c'est à nouveau l'égalité. Calgary reprend l'avance lors du but de Doug Gilmour. Burns retire Roy dans la dernière minute de jeu. Mullen manque un but ouvert et un tour du chapeau qui aurait mis fin à tout espoir des Canadiens. Alors qu'il reste moins d'1 minute, un puissant tir de Mats Neslund oblige la tenue d'une prolongation pour la première fois dans cette finale de 1989. La première période de prolongation est riche en émotions, mais il n'y a aucun but. Au début de la 2e période de prolongation, on sent une certaine tension chez les joueurs. La fatigue est omniprésente. Les Flames ratent une belle occasion de mettre un terme au match. Vers la fin de la période, l'arbitre Kerry Fraser donne une pénalité controversée à Mark Hunter pour rudesse le long de la clôture. Pendant cette pénalité, Ryan Walter pousse la rondelle derrière Vernon, donnant aux Canadiens une victoire de 4-3 et une avance de 2-1 dans la série. La prolongation a duré 38 minutes et 18 secondes, la plus longue au Forum depuis 1930.
À la fin des séries, plusieurs joueurs des Flames diront que le 4e match a été déterminant. Après une première période de 100 buts, les Canadiens ont vu plusieurs de leurs lancers toucher le poteau. Mike Vernon prive ici Mike McPhee d'un but lors d'un tir de très près. Au milieu de la deuxième période, le but sans aide de Doug Gilmour donne l'avance aux Flames. Tard dans la période, pendant une pénalité à Larry Robinson, Joe Mullen marque son 14e but des séries, élargissant l'avance de Calgary à 2 buts. Ce n'est qu'au milieu de la 3e période que Montréal obtient finalement son premier but, celui de Ross Courtnall. L'écart demeure à 1 but, mais alors qu'il ne reste moins de 2 minutes à jouer, le tir puissant d'Al McInnes passe entre les jambières de Patrick Roy. Mais les Canadiens refusent de s'avouer battus. À 19 minutes et 33 secondes, Claude Lemieux réduit à nouveau le retard des siens à 1 but avant d'être pénalisé pour cinglage. Mullen, qui a manqué un filet désert au 3e match, ne répète pas la même erreur. Il marque un but en supériorité numérique alors qu'il ne reste que 11 secondes. Au retour des deux équipes dans l'Ouest, c'est l'égalité 2-2 dans la série. Le Saddledome est rempli de partisans portant fièrement le chandail rouge. Ils ont la chance de manifester dès la 28e seconde de jeu lorsqu'une rondelle bondissante échappe à l'attention de Rick Green et Joel Otto vient marquer le premier but. À la deuxième tentative, le but, une rondelle Gilles qui a été ratée par Rick Green à sa ligne bleue. Mullen continue à se distinguer. Son 16e but des séries donne l'avance aux Flames 2-0. Lorsque Jim Peplinski est pénalisé, le 11e but des séries de Bobby Smith réduit l'écart. Mais Rick Green est pénalisé à son tour. Et à 22 secondes de la fin de la première période, Al McInnes réussit ce qui devait s'avérer le but victorieux. Montréal inscrit le seul but de la deuxième période lorsque Mike Keane déjoue Vernon, aidé de Gainey. Une passe magnifique de Gainey, son dernier point avec les Canadiens. Le vétéran capitaine annoncera plus tard sa retraite. Les Canadiens ont dominé avec 11 tirs au but contre 5 pour les Flames, mais ne pouvaient battre Vernon qui continue de mystifier l'attaque des Canadiens. Dans les dernières secondes, l'addition d'un nouvel attaquant permet presque aux Canadiens d'égaliser. Mais le tir de Ross Courtnall passe par-dessus le but. Les Flames l'emportent donc 3-2 et mènent 3-2 dans la série. Dans cette série finale, on se retrouvera à Montréal dans 2 jours. Au retour de la série à Montréal pour un 6e match, les spectateurs au Forum se demandent s'ils vont assister à une autre page d'histoire. Ils espèrent que les Canadiens ne céderont pas la Coupe Stanley sur leur patinoire pour la première fois de leur histoire. Mais le 25 mai 1989 restera dans les annales du hockey à Montréal. Les Canadiens ont plus de tirs au but que les Flames en première période, 9 contre 4, mais Vernon dresse un mur devant eux. Patterson réussit le premier but, alors qu'il reste un peu plus d'1 minute de jeu dans cette première période. Les Canadiens parviennent à créer l'égalité en deuxième période grâce au deuxième effort de Claude Lemieux. L'un des buts les plus émouvants de la série n'est pas venu des Canadiens, mais du vétéran ailier droit des Flames, Lanny McDonald. Rarement utilisé dans la série, il espère tout de même écrire son nom sur la Coupe Stanley pour la première fois dans sa carrière de 16 saisons. C'est son premier but des séries en 1989. Au milieu de la deuxième période, les Flames mènent 2-1 lorsque Ross Courtnall est pénalisé. Les Flames en profitent. Doug Gilmour marque son 10e but des séries et Calgary élargit son avance à 3-1. Moins d'1 minute plus tard, le premier but de Rick Green depuis le dernier match de la finale de 86 contre Calgary réduit le retard à 3-2.
Mais les efforts subséquents des Canadiens seront vains. Une fois de plus, le duo de Mullen et Gilmour frappe avec précision. Les Flames marquent dans un filet désert, méritant une première conquête de la Coupe Stanley dans leur histoire de 17 ans. Même s'ils n'assistent pas à la victoire de leur équipe, les partisans des Canadiens ne quittent pas le forum. Ils savent apprécier les grandes équipes. Alors que les Flames célèbrent leur victoire, ils font preuve d'une grande classe en ovationnant l'adversaire. Il est bien sûr décevant pour le Canadien et son public de terminer à 2 victoires près d'une 24e Coupe Stanley. Mais pour ce qui est de la course aux honneurs individuels, la récolte a été très florissante. Patrick Roy et Brian Hayward ont mérité le trophée Jennings pour une 3e saison consécutive. Chris Chelios a reçu le trophée Norris, remis au meilleur défenseur. Pour la 2e année consécutive, Guy Carbonneau a obtenu le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif. Patrick Roy s'est vu décerner le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Pat Burns a couronné une première saison remplie de succès en gagnant le trophée Adams, décerné à l'entraîneur de la saison. La saison 1988-89 a été très positive pour les Canadiens dans tous les domaines, même s'ils n'ont pu s'assurer la récompense la plus prestigieuse. Les partisans de l'équipe, les joueurs et leurs adversaires savent fort bien qu'en 1989-90, la tradition de gagnant des Canadiens de Montréal se poursuivra. Les Canadiens 1988-89 vous a été présenté par Chrysler, Provigo, Coke, Ultramar, Bell Cellulaire, Autopro et le marché de l'électronique.